Marguerite Belin-Provins occupe une place singulière dans l'histoire de la littérature et de la peinture, parce qu'elle a été une femme créatrice au début du XXe siècle, et aussi par la diversité de son approche artistique. Elle est peintre, elle est écrivaine. En tant que peintre, et c'est une peintre symboliste qui a aussi une partie d'art visionnaire à partir de 1914. C'est donc un cas qui est vraiment tout à fait singulier. Ici, nous avons un autoportrait d'elle, qui est le seul autoportrait où on la voit représentée en femme de lettres. Étonnamment, c'est une peintre qui ne s'est pas représentée en peintre, en artiste, mais ici, on la voit avec des instruments, peut-être pas d'écriture, mais de lecture, donc le coupe-papier, et puis un livre jaune qui peut faire référence à différents éditeurs bien connus dans l'histoire de la littérature. Cette couverture jaune est connue pour être celle des écrivains naturalistes, le jaune soufre scandaleux de Zola, mais aussi le jaune du Mercure de France, l'éditeur des symbolistes, ou peut-être aussi l'éditeur même de Marguerite Belin-Provins, qui était Édouard Sanso. Il pourrait donc s'agir d'un de ces livres sur lequel elle pose sa main, avec le regard un peu las, un peu découragé, comme pour reconduire cette image très traditionnelle de l'artiste mélancolique, saturnien, qui médite sur son œuvre. Une lecture qui est d'ailleurs accentuée par la présence des hellebores, une fleur qui symbolise la folie ou la mélancolie. Ce tableau rappelle aussi, d'une manière ou d'une autre, un peu le fameux livre jaune dont parle Oscar Wilde dans Le portrait de Dorian Gray, qui est à rebours de Huysmans. Alors, il semblerait qu'ici, le livre est ouvert, les pages en sont probablement coupées, puisqu'on voit que le bord du livre se relève légèrement. Donc on a vraiment ici un autoportrait d'une femme en tant qu'écrivain. Or, Belin-Provins n'a pas été qu'écrivain, elle a été aussi peintre, et au cours de sa vie et après sa mort, elle a été connue à différentes époques, à différents moments de la réception, soit comme peintre, soit comme écrivain. Elle n'a pas toujours été connue comme peintre, elle a un petit peu exposé au début de sa carrière, mais ensuite plus du tout. Et donc, à sa mort, au fond, elle est connue comme écrivaine, prioritairement, c'est-à-dire ce qui figure sur le faire-part de son décès. Après sa mort, en revanche, elle est beaucoup plus connue, et la réception fait d'elle une peintre très intéressante du fait de ses peintures, de ses dessins visionnaires, de cet art hallucinatoire, dit-on, qu'elle a produit à partir de 1914 jusqu'à sa mort. Elle a dessiné des milliers de dessins qui composent ce qu'elle a nommé Ma ville et Ma ville d'oiseaux, une production qui a été ensuite classée dans une sorte de sous-catégorie de l'art brut. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est le lien toujours très problématique chez elle entre la création littéraire et la création picturale. Ces deux aspects de sa vie, de sa production, de son existence sont toujours abordés séparément, soit sous l'angle de l'histoire de l'art, soit sous l'angle de l'histoire littéraire. Et au fond, réconcilier les deux, parler des deux en même temps, est une forme de gageure. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Belin-Provins est donc peintre et écrivaine. Son nom ne dit peut-être pas grand-chose au grand public et en dehors de la Suisse romande, et sa vie et sa carrière artistique expliquent cela en grande partie. Marguerite Belin-Provins est née à Arras en 1872 et elle est morte à Grasse en 1952. Elle a grandi dans un milieu bourgeois. Son père est avocat à Arras, il est bâtonnier, c'est un notable relativement important dans cette ville. Elle grandit dans un milieu où la littérature et les arts jouent un rôle important, une famille cultivée. Elle se met à dessiner assez jeune, elle a du goût pour cela, elle a du talent, et donc elle va à Paris où elle se forme dans le domaine artistique. Elle entre dans les écoles qui, à ce moment-là, sont seules ouvertes aux femmes, c'est-à-dire l'Académie Julian et l'Académie Colarossi. C'est dans ce cadre qu'elle va rencontrer son futur mari, Adolphe Burnat, qui sera architecte. C'est un homme qui vient de Suisse, des bords du lac Léman, de Vevey. Il appartient à une famille veuvezanne bien connue, donc aussi la bonne société. Et c'est la raison pour laquelle Belin-Provins se retrouve en Suisse, alors qu'elle est née à Arras, en France. Elle se retrouve à Vevey, où elle fait son chemin dans ce milieu qui, semble-t-il, ne lui convient guère. C'est un milieu typique de la bourgeoisie protestante de la fin du 19e, début 20e,
relativement austère, avec des principes assez rigides qui ne conviennent pas à cette femme passionnée, parfois excessive, outrancière, en quête de liberté et de création. Il n'en reste pas moins que son mari est lui-même aussi un artiste, un architecte qui construit des bâtiments importants dans la région. Elle commence donc une petite carrière artistique, elle expose, elle peint, elle fait par exemple l'affiche bien connue de la Fête des Vignerons de 1905, elle ouvre une boutique où elle vend des céramiques, des objets, des broderies, et elle s'inscrit là dans un mouvement bien connu au début du XXe siècle, d'Arts and Crafts, où il s'agit de créer des objets d'art appliqué qui sont conçus par l'artiste, fabriqués de la meilleure manière possible et utilisables dans le quotidien. Par son mari Adolphe Burnat, elle fait la connaissance d'un peintre, Ernest Bieler, lui aussi veuvaisant, mais qui est installé à Savièse, dans le canton du Valais, où avec d'autres artistes, il fait partie de ce qu'on a nommé l'école de Savièse. Une école artistique qui regroupe des peintres valaisans et en plus grande partie d'origine suisse, mais en dehors du Valais, qui sont attirés et fascinés par ce Valais encore très largement rural, primitif. Et donc ils expriment dans leurs œuvres une forme de primitivisme, un goût pour une société qui est encore largement pré-industrialisée, avec le goût pour le costume, pour les paysages, pour des types, pour des personnages qui incarnent cette vision. Bernat Provins partage très largement cette vision. Elle tombe complètement amoureuse de cette région et elle y fait la connaissance de Paul de Kalbermatten, qui est un jeune homme, futur ingénieur ferroviaire, qui provient d'une bonne famille, là aussi sédunoise, donc de Sion, la capitale du Valais, mais qui vient d'une famille catholique, lui, par contre, et avec qui elle va tomber éperdument amoureuse. Cette rencontre, d'abord celle du Valais et ensuite celle de Paul de Kalbermatten, qui, de cette manière, incarne ou prolonge cet amour valaisan, eh bien, ces rencontres vont déterminer très largement son entrée en littérature. C'est parce qu'elle est tombée amoureuse du Valais qu'elle va écrire les petits tableaux valaisans. Et ensuite, c'est pour son amant, son ami Paul de Kalbermatten qu'elle va écrire ses premiers ouvrages littéraires qui chantent la passion amoureuse, le désir, mais aussi assez rapidement la déception et l'attente. Si la figure de Marguerite Bernat-Provins retient aussi notre attention toujours aujourd'hui et nous intéresse, c'est du fait d'un autre aspect de son engagement militant, précurseur pour la protection du patrimoine bâti et naturel. Elle a lancé en 1905 un appel à la création d'une ligue pour la beauté qui a ensuite été constituée et qui existe toujours sous le nom de patrimoine suisse. Et c'est quelqu'un qui, en effet, avait des causes qui lui tenaient à cœur, notamment la préservation de ce paysage suisse qu'elle avait découvert particulièrement en Valais et dont elle admirait particulièrement la beauté, la pureté et le caractère intouché. La rencontre de Paul de Kalbermatten va précipiter son divorce avec Adolphe Burnat et ensuite le mariage avec Paul de Kalbermatten. Ensuite, elle va mener une vie relativement plus calme avec Paul de Kalbermatten. Elle va le suivre dans ses déplacements. En tant qu'ingénieur ferroviaire, il va avoir des mandats, des missions un peu partout en Suisse, en Europe et même au-delà, en Amérique du Sud notamment. Et elle va à chaque fois le suivre dans ses déplacements. C'est une vie, cette vie maritale qui ne lui convient pas du tout. Par ailleurs, elle ne peut pas avoir d'enfants pour des raisons de santé, ce qui sera toujours une grande souffrance pour elle. Et au fond, assez rapidement, son mari, qui l'aime tout à fait sincèrement, est accaparé par son métier, par sa carrière, et le mariage se délite après quelques années. Et Bernat Provins va se retrouver sur ce plan-là relativement solitaire. Elle va mener une vie de plus en plus solitaire jusqu'à quasiment une sorte d'ermitage ou de thébaïde dans le sud de la France, à Grasse, où elle mourra en 1952. Elle continue à écrire, elle écrit des romans, mais elle écrit surtout
des ouvrages de poèmes en prose, de poésie en prose. Et parallèlement à cela, elle continue à produire des tableaux, des dessins, mais dans une optique très différente du début de sa carrière. Au début de sa carrière, elle s'inscrit dans la mouvance symboliste, ensuite dans l'école de Savièse, pour ce qui est de la période valaisanne. Et à partir de 1914, elle peint sous l'influence de ce qu'elle a nommé des visions, ou ce qu'on pourrait nommer des formes d'hallucination. Elle voit des personnages qui peuplent un univers qu'elle nomme ma ville. Elle voit aussi des oiseaux, des personnages hybrides parfois, mi-humains, mi-animaux. Et ces dessins, en très grand nombre, elle va les produire au crayon, à la gouache, à l'aquarelle, depuis 1914, en fait au moment de la déclaration de guerre, jusque pratiquement au moment de sa mort. Cette partie de son œuvre est celle qui, aujourd'hui, retient beaucoup l'attention. Après sa mort, on a beaucoup de gens se sont intéressés à cette part de sa production, notamment des médecins, notamment aussi par rapport à l'art brut. C'est une production qui a retenu l'attention de Jean Dubuffet, qui dans un premier temps l'avait retenu dans sa définition de l'art brut, qui ensuite l'a écarté, puisqu'au fond, Marguerite Burlin-Provins a une formation artistique, qu'elle n'est pas, elle fait pas partie de ce qu'on a nommé l'art des fous, mais aujourd'hui, une partie de cette production est tout de même conservée à la collection de l'art brut à Lausanne, dans une section qui s'intitule, qui a été baptisée Neuve Invention, donc une sorte de production un peu limite par rapport à la définition canonique de l'art brut. Alors, cette partie de sa production artistique n'est pas du tout connue de son vivant, elle ne l'expose pas, elle n'est pas connue publiquement pour être une artiste visionnaire de son vivant. En revanche, elle est connue pour être une écrivaine, elle continue à publier, et au moment de sa mort, donc, elle décède sous l'appellation, si l'on veut, d'écrivaine. Burlin-Provins n'est de loin pas la seule artiste à être aussi écrivaine ou vice-versa. L'histoire de la culture regorge d'exemples tels, Victor Hugo, Antonin Artaud, Saint-Exupéry, qui a lui-même illustré certains de ses ouvrages. Plus proche de nous, Jacques Chessé, ou des photographes aussi, comme Émile Zola, qui pratiquait la photographie, Gustave Roux en Suisse romande, Claude Simon, et d'autres encore. L'inverse est vrai aussi, donc là on a des écrivains qui sont aussi artistes, mais on a aussi des artistes qui sont également écrivains. Un des exemples les plus frappants, c'est Félix Vallotton, à qui, avant d'être le graveur et le peintre bien connu, a envisagé d'avoir une carrière de dramaturge, qui a écrit un grand nombre de pièces de théâtre et des romans qui ont été publiés. On peut songer bien sûr à Michel-Ange et ses poésies, et puis au XIXe siècle à des artistes comme Delacroix, dont le journal est un des documents les journaux les plus connus et les plus lus jusqu'à nos jours, et par exemple Eugène Fromentin, qui est extrêmement connu de nos jours pour son roman Dominique, et dont l'œuvre picturale par contre est largement ignorée du grand public. Alors tout ça pose évidemment la question de la correspondance des arts, de la relation entre les arts, le ut pictura poiesis d'Horace. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un rapport entre les livres, la littérature, les poèmes en prose chez Burlin-Provins et son œuvre picturale? Cette question du rapport entre les arts est particulièrement intéressante chez Burlin-Provins parce que aussi elle commence à écrire et à créer à un moment où c'est un moment dans l'histoire de la culture où les rapports entre les peintres et les écrivains sont extrêmement proches. Et puis c'est aussi le moment où émerge cette idée d'art total, chez Wagner par exemple, et puis ensuite chez d'autres des créateurs anglo-saxons qui cherchent à produire des œuvres d'art picturales ou des meubles ou de l'art appliqué en maîtrisant tout l'ensemble du processus de création. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Marguerite Burlin-Provins. Le premier exemple que j'aimerais aborder dans son œuvre, c'est le livre Pour toi. C'est un livre qu'elle a écrit en 1907, qu'elle a publié à Paris, et qui parle de sa relation avec Paul de Carbonmatten. Donc c'est véritablement un livre de la passion amoureuse, du désir érotique d'une femme pour un homme, en des mots qui sont assez osés peut-être pour 1907,
qui reste très explicite au fond, rien de scandaleux, mais disons à un moment quand même où elle est encore mariée à un autre homme, donc elle parle de son amant, elle parle pas de son mari, et elle décrit ce corps masculin avec ces mots d'écrivaine, de femme. Le livre pour toi est décoré par une couverture où l'on voit un liseron qui, dans la symbolique des fleurs, des plantes, renvoie à la passivité. C'est une fleur qui s'enroule autour d'autres végétaux. Et en latin, l'étymologie du liseron renvoie à l'idée de s'enrouler autour d'un autre élément, un tronc ou des branches. Et donc, c'est une couverture qu'elle compose elle-même pour ce livre. Elle l'a fait de manière beaucoup plus accentuée encore dans les petits tableaux valaisans, dont je parlerai tout à l'heure. Mais enfin, voilà, il y a un jeu déjà là entre la couverture et puis le contenu du livre. Le livre pour toi paraît en 1907, dans une édition qui n'est pas illustrée, mais au début des années 10, Benoît Provins a l'idée d'en faire une nouvelle édition illustrée de sa propre main. C'est un ouvrage un projet qu'elle ne mène pas à bien, dont il reste des ébauches qui sont au crayon, qui sont parfois déjà colorées. Et le dispositif au fond de ce livre est assez intéressant parce que le texte est bien au centre, mais il est entouré, complètement encadré par des dessins qui dépeignent presque mot à mot ce que le texte dit. Donc là, il y a un jeu vraiment de connivence ou d'aller-retour entre le texte et l'image qui est d'autant plus fort qu'au fond, eh bien, c'est la même créatrice qui est à l'œuvre dans le texte et dans l'image. Je vous donne quelques exemples de ce dialogue entre le texte et l'image dans ce projet d'illustration de Benoît Provins par elle-même. Au chapitre 39, par exemple, du livre pour toi, voici ce que dit le texte. Ô Silvius, bénissons les heures effervescentes de l'été qui posent leurs mains régénératrices sur nos corps détendus. Bénissons le cri perçant de l'hirondelle, nous ne l'entendrons plus longtemps. Bénissons les soirées bleues où la lune effeuille des roses d'argent et mêle sa fraîcheur éternelle à nos baisers. Entends-tu le vent nous dire des paroles tendres dans la nuit? Entends-tu la haie qui tremble de bonheur, l'herbe pâlie qui tressaille? Vois-tu passer l'amour dans l'ombre puissante des noyers? Aime-moi, aime-moi avant le douloureux automne, sous le ciel endiamanté. Et l'image que Benoît Provins prévoit pour ce chapitre montre une femme avec le doigt sur la bouche et au milieu de ce qu'on peut penser être cette haie dont le texte nous parle. Un autre exemple au chapitre 83 où le sujet qui chante cet amour se trouve probablement à Aigues-Mortes, seule, en l'absence de son amant, et elle évoque le souvenir de son amour. Et elle est dans ce paysage méditerranéen, de ports et de villes portuaires. Et voici ce qu'elle écrit. Sur les dalles, aux pieds des pêcheurs, s'amoncellent les pourpres aux yeux saillants, les capelans et les baudrois, les rascasses peintes de couleurs vives, les muges qui fréquentent les étangs et l'ange de mer aux ailes déployées. Et puis c'est exactement ce que l'illustration nous montre, des baudrois probablement, ou en tout cas des poissons stylisés, très art nouveau comme ça, qui s'entrelacent autour de ce texte. Parmi les images qui restent de ce projet, qui sont colorées, il en est une où on voit clairement des lys qui sont déjà peints en rouge et puis un chat noir qui renvoie au chapitre 5 du texte. J'irai me baigner à la fontaine où croissent les lys rouges, enflammés comme tes baisers. Je sentirai l'eau venue des glaciers rafraîchir mes membres rompus et m'apporter la fermeté des rocs. Et puis sur l'herbe où jaillissent maintenant les tournesols, je dormirai. Je sais que la chatte viendra partager mon sommeil, sa tête douce sur mon épaule nue. Voilà, donc là il y a vraiment un effort d'illustration qui est très littéral au fond, une volonté d'évoquer des images, des moments, des scènes qui sont décrites visuellement dans l'ouvrage. On a d'autres exemples avec le chapitre 72 par exemple, ou 13, où on voit une terrasse, des oranges, des pans
qui sont décrits dans le texte et qui collent exactement au texte. Dans le chapitre 13, elle parle d'une sauge splendide et on voit ces fleurs. Et enfin, le premier chapitre, le chapitre d'ouverture, le chapitre 1, qui commence par cette phrase cette entrée en matière très impressionnante, « Je t'aime », et l'illustration se place sous la coloration de rose rouge, qui renvoie évidemment à la passion amoureuse. Alors, ce jeu d'illustration, Burnand Provins ne l'a pas commencé avec le livre Pour toi. Au fond, elle a commencé sa carrière littéraire par un livre qui précisément mêle images et textes dans un projet d'art total, si l'on veut, où Burnand Provins a complètement maîtrisé l'ensemble du processus de création. Le texte, bien sûr, les images qui accompagnent le texte, mais aussi la typographie, la couverture, le type de reliure, etc. Et ce livre, c'est évidemment Les Petits Tableaux valaisans, qui est un petit chef-d'œuvre du livre d'artiste du début du XXe siècle. Pendant quelques années, au début du XXe siècle, le Valais exerce une influence déterminante sur la vie et la carrière de Burnand Provins, sur sa vie parce que c'est là qu'elle rencontre son futur mari, Paul de Calbomarten, à qui elle consacre plusieurs ouvrages, le livre Pour toi, Cantique d'été notamment. Et c'est là aussi qu'elle découvre une nature et un environnement et des gens, une culture dont elle tombe éperdument amoureuse. Et ce Valais, on le retrouve dans ses tableaux, naturellement, dans ses dessins. Elle représente les jeunes, les vieux, les femmes qui travaillent, des paysages. Comme artiste, symboliste et art nouveau, elle est attentive à la fois à la nature, aux éléments du décor, évidemment, et à leur capacité à symboliser les passions, les sentiments humains. Le premier ouvrage qu'elle publie, donc Petit Tableau valaisan, est le fruit de cette relation privilégiée avec le Valais. Le titre est intéressant puisqu'il renvoie à la fois à une tradition picturale, avant tout, le tableau, mais aussi au texte. Les petits tableaux, ce sont avant tout les textes qui sont ensuite illustrés par ses soins. Mais évidemment, le tableau dans l'histoire des genres littéraires, c'est une scène dans une œuvre dramatique. Et là, au début du XXe siècle, nombre d'écrivains donnent à ce terme un sens tout à fait nouveau. Il s'agit là de faire des petites scènes qui figent dans le temps, dans un espace bien déterminé, des éléments d'une sorte de décor langagier. Et c'est tout à fait ce que fait Marguerite Burnand Provins dans ses textes, dans ces très très courts textes descriptifs, au fond, qui montrent les éléments tels qu'ils sont dans sa vision, hein, à travers ses yeux, et qu'ensuite elle illustre. Et si je vous lis par exemple le texte qui est intitulé « La maison », elle est tranquillement assise à la croisée des deux chemins, la maison mi-partie blanche et mi-partie brune, qui rit ou pleure, impressionnée par les caprices du temps. Ses fenêtres clignent des yeux. L'eau s'épanche par les trous d'un grenier sans méfiance, et dans les solives, les guêpes à taille fine font des nids feuilletés, légers comme une fumée. À l'angle verdit un prunier dont on vole les prunes longues, et tout contre s'élève un noyer. Alors les éléments sont anthropomorphisés, la maison, les fenêtres clignent des yeux, l'eau s'épanche, donc les éléments naturels ou construits deviennent humain de cette manière, mais surtout ce qui frappe, c'est l'insistance sur le caractère visuel de ce qui est décrit, hein, les couleurs, les formes, l'usage du présent qui fige complètement cette vision, et c'est ce que traduit aussi le tableau qui est en regard du texte. L'illustration qui se trouve à côté du texte, au fond, si on voulait la décrire, eh bien, on emploierait les mots mêmes que Burnand Provins emploie, mais qu'elle a écrit avant, évidemment, de créer cette illustration. Donc il y a comme un jeu comme ça d'aller-retour entre le texte, l'image et retour au texte. Un autre exemple qui concerne le cimetière, sous les auvents pointus et bas, il y a des croix bleues découpées, des croix noires qui sont des veuves en bandeaux plats, et des grises où sur le bois fendillé, des noms pâlis s'effacent comme délayés par des larmes, enfouis du souvenir. Les unes restent muettes, gardiennes des corps oubliés, d'autres s'affalent sous la pression des plantes victorieuses qui les font chanceler. Donc là aussi, une grande attention aux détails, aux couleurs, aux formes, et puis l'usage de ce « il y a »,
qui traduit, qui restitue vraiment la vision de ce qui passe par le regard. Ce qui est très frappant dans le livre Pour toi, et ensuite dans une sorte de pendant ou de suite à ce livre qu'est le Cantique d'été, aussi, ce sont l'usage extrêmement fréquent des verbes voir, regarder, des verbes de vision, de perception. Les couleurs sont aussi omniprésentes. Benoît Provins décrit constamment la réalité par le prisme de la couleur, véritablement comme une peintre. Et les couleurs elles-mêmes sont très présentes, le pourpre, le mauve, le rose, le blanc, le noir, le gris, l'argent, l'or. Elle détaille toujours les éléments naturels ou de la réalité physique en employant le vocabulaire de la peinture, des arts graphiques, par de la forme, des traits, des contours, des lignes, du pinceau, du ciseau. Donc, vraiment ce vocabulaire de la peintre. Elle emploie aussi les termes de chair, de modelé, de drap, de pli. Elle renvoie à des traditions de différents genres artistiques, le paysage, la nature morte. Elle parle de clair, d'obscur, de lumière, de nudité, d'horizon, de statue, etc. Donc on voit vraiment que dans son appréhension des éléments du réel, tout passe par le regard de l'artiste, de la peintre. Les images qu'elle emploie, les matières qu'elle décrit sont aussi souvent des matières précieuses qui renvoient autant à la réalité extérieure que à la tradition artistique ou à la représentation artistique. L'ivoire, nacre, or, marbre, saphir, rubis, toutes les pierres précieuses, les émaux, les perles, etc. Cette convergence entre le programme pictural et puis le projet littéraire se perçoit très bien, notamment dans le livre Pour toi, où dans quelques exemples que je vous lis maintenant, on voit très bien que la vision qu'elle a en tant qu'écrivain, c'est une vision de peintre au fond. Les hérons aux ailes de fer et les flamants dont le col se recourbe traversent les mornes étendues. Les faisans courent sur le sable vert et l'horizon n'est qu'une ligne égale et brune que vient rompre à peine la cime noire d'un pin parasol. Il y aura une insistance sur la couleur, sur la description des éléments tels qu'ils se présentent dans le cadre presque qui serait le cadre d'un appareil photographique ou le cadre d'un tableau, beaucoup plus qu'une mise en relation du sujet avec les éléments extérieurs qui seraient perçus. Autre exemple, les taureaux s'avancent dans le soir, conduits par leurs gardiens sur des chevaux à robe blanche. C'est la Camargue, évidemment. La route est claire, ils sont là plus de 100, et le métal doré des eaux éclate lorsque bondissent les bêtes lourdes dans les étangs. Les ajoncs plient sous les sabots terribles, et les chevaux d'argent, ainsi que des rayons de lune, fendent le ténébreux troupeau. Il y a bien sûr un jeu sur les sonorités, mais qui est beaucoup moins important que le jeu sur la tonalité, les couleurs, la lumière. Là aussi, vraiment un art de peintre. Il y a de la brume et de l'or, comme dans les aubes des pays de plaine. Il y a la mélancolie des choses flétries d'automne, de l'heure où les feuilles blêmes des capucines mettent leur odeur amère dans les jardins. On retrouve les éléments naturels, les fleurs, les plantes, et puis cette manière de présenter simplement la réalité telle qu'elle se montre, il y a. Dernier exemple, sous un portique de marbre blanc, rendu vermeil par les brûlants étés de Grèce, tandis que meurent des violettes sur les dalles bleues, une princesse amoureuse laisse tomber pour moi sa tunique flottante aux plis nombreux, sa tunique blonde, couleur de safran. Là, on a presque une vision d'un tableau, au fond, beaucoup plus que des souvenirs de ce qu'elle a pu voir au cours de ses voyages. Le caractère extrêmement visuel de son écriture est manifeste, elle se traduit par l'emploi du vocabulaire dont j'ai parlé, du vocabulaire du peintre, l'insistance sur les matières, le rendu, le toucher, les couleurs, les techniques aussi qui permettent d'appréhender la réalité. Et il me semble que tout ceci constitue dans son écriture un univers qui est beaucoup moins sonore que visuel et qui renvoie à des formes qui elles-mêmes ensuite renvoient évidemment par le biais des symboles à des réalités qu'elle cherche à exprimer.
Mais là où le poème en prose s'est manifesté au début du XXe siècle par l'insistance sur la sonorité, sur les correspondances entre son, image, etc., eh bien, il me semble que chez elle, la primauté revient vraiment à la vision et à la traduction dans les mots d'un univers purement visuel. Pour le dire autrement, j'ai le sentiment que Benoît Previn écrit à partir de visions qu'elle a, vision non pas au sens d'hallucination ou de vision mentale, mais disons de vue qu'elle a des choses, qu'elle traduit ensuite par l'écriture, donc des souvenirs ou des images nées de son imagination. Quand ensuite elle illustre ses propres textes, comme c'est le cas dans les petits tableaux valaisans, dans ce projet publié, mais aussi dans le livre Pour toi, qui est resté inachevé, eh bien, c'est la même vision qu'elle rend par le pinceau ou par le crayon. Et ainsi, il me semble que ce n'est pas seulement dans sa production visionnaire, dans Ma ville ou Ma ville d'oiseaux, qu'elle traduit des visions, mais aussi dans l'ensemble du reste de sa production, y compris sur le plan littéraire. Et ça me paraît vraiment quelque chose de tout à fait particulier au cas de figure de Benoît Previn, qui est peintre, qui est écrivain, mais chez qui le regard de peintre, évidemment, détermine complètement la manière dont son projet littéraire avance et s'exprime. Benoît Previn, c'est une femme qui ne laisse pas de fasciner. L'exposition du musée Yéniche en 2020-2021 en témoigne, parce que c'est une femme, au fond, qui a eu des facettes très différentes dans sa vie. Elle a été en quête d'une liberté absolue, pourrait-on dire, tout en étant profondément attachée à une certaine vision très traditionnelle de la passion amoureuse et des liens que celle-ci peut supposer. C'est une femme dont les talents multiples dans différents domaines se sont exprimés très fortement au début de sa vie, par ses tableaux qui concernent le Valais, par ses affiches, par son travail sur la nature et les éléments végétaux, symbolistes, et aussi par une carrière littéraire qui ensuite a été abondante, remarquée aussi dans les années 20, où elle a été publiée à Paris, et là où le Paris littéraire et parfois mondain lui a fait une place qu'elle aurait pu voir grandir, mais qu'elle n'a pas souhaité développer. Et ensuite, cette femme, au fond, est retombée à une forme de solitude et d'isolement à tout point de vue, existentiel, réel, c'est-à-dire qu'elle vivait seule grâce à la fin de sa vie, et un peu oubliée de ses contemporains qui s'étaient tout de même beaucoup intéressés à son œuvre jusque dans les années 20. Donc c'est un destin qui finit plutôt mal pour elle, mais qui forme un parcours biographique tout à fait passionnant, une Française qui s'exile en Suisse, qui obtient des succès et une visibilité importante en Suisse romande, à la fois sur le plan artistique et sur le plan littéraire, qui ensuite publie à Paris, où elle a une aura pas négligeable, et qui finit par être plutôt oubliée à la fin de sa vie. Aujourd'hui, on redécouvre ou on découvre Benoît Previn sous différentes facettes. Son destin de femme et de créatrice intéresse pour des raisons évidentes, et ces différentes facettes forment un portrait qu'il n'est pas toujours aisé de mettre ensemble, mais que j'ai essayé d'aborder sous l'angle de la création, en essayant de montrer les liens entre la part artistique et la part littéraire, la part visuelle, qu'on retrouve finalement très fortement dans ses écrits.